Être grand reporter est-il compatible avec le rôle de maman? C'est vrai qu'on a un peu l'image de ce métier qui n'est pas compatible avec le fait d'être mère. Et c'est vrai que quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'avais 29-30 ans à peine. J'ai commencé vraiment à couvrir les guerres, pas dans le journalisme, j'avais déjà commencé un petit peu avant, mais la guerre, j'ai commencé vraiment il y a 10 ans avec la guerre en Tchétchénie, en 1999. Moi, je ne pensais pas du tout avoir un enfant, bien sûr, ça me semblait beaucoup trop tôt, enfin ça ne me venait même pas à l'esprit. Et puis après, le temps passe, ça passe très vite. Et puis au bout d'un moment, on arrive, 35 ans, 36 ans. Je dis, tiens, j'ai pas d'enfant. Tout le monde autour de moi en a, évidemment. Mon petit frère a des enfants, etc. Et moi, évidemment, tout le monde m'avait dit, avec ton métier, c'est pas possible, comment tu vas faire. Une fois de plus, je ne me posais pas la question, mais parfois ça m'effleurait l'esprit. Je me disais, est-ce que vraiment, quand on a ce métier, quand on est correspondant de guerre, c'est vrai que c'est un métier spécial, est-ce qu'on peut devenir mère? Et puis, moi, tout s'est produit de façon formidable. Je me suis posé aucune question. C'est une grossesse qui s'est déroulée de façon extraordinaire. Je dois dire que j'ai adoré chaque seconde de ma grossesse, pas chaque minute, chaque seconde, du début jusqu'à la fin. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Je suis super contente de la façon dont c'est passé la grossesse et l'accouchement. Avez-vous fait une pause le temps de votre grossesse? Non, je ne me suis pas arrêtée, mais il faut dire que moi, je n'ai pas une façon de travailler tout à fait classique. C'est-à-dire, je ne suis pas salariée d'un journal, je n'ai pas un bureau où je vais tous les matins, où je rentre tous les soirs. Il n'y a pas d'horaire. Et donc, je n'avais pas d'arrêt maladie. Maladie, voilà, j'ai ma langue a fourché, parce qu'évidemment, la grossesse n'est pas une maladie, mais je n'avais pas d'arrêt pour ma grossesse, bien sûr que non. Simplement, moi, il fallait que moi-même, je décide quels étaient les endroits où je ne pouvais plus aller. Je devais aller en Irak. Alors évidemment, je ne pouvais pas aller en Irak. C'est pas possible, c'est trop dangereux. Mais je devais faire une interview qui était prévue depuis des mois et des mois avec un djihadiste, un extrémiste fondamentaliste, un combattant du djihad irakien qui combat l'armée américaine. Et j'ai eu une idée, je me suis dit, tiens, si je le faisais venir en Syrie. Parce que bon, la Syrie, il n'y a pas la guerre. Là, je peux quand même prendre un avion pour aller à Damas, rester 48 heures dans un hôtel. Mon interview, c'était une interview qui ne durait pas une demi-heure. Hein. J'ai parlé avec lui 2 heures, 3 heures. Et au bout d'un moment, c'était l'heure de déjeuner. J'avais faim, évidemment, j'avais faim. J'avais quand même un peu plus faim que d'habitude, mais de toute façon, c'était l'heure de déjeuner, j'avais quand même très faim et je voyais que ce n'était pas du tout dans l'ambiance qu'on mange. J'étais seule entourée de mon ami irakien, le djihadiste que j'avais en face de moi, entouré de ses sbires, qui n'avaient pas du tout... Enfin, c'était quand même une discussion très sérieuse. Et je dis en anglais à mon ami Hamoudi, je lui dis, écoute Hamoudi, il faut que tu leur dises là maintenant qu'il faut que je mange. Donc, est-ce qu'ils n'auraient pas un bout de pain à me donner à manger ou quelque chose? Parce que c'est pas possible. Et Hamoudi, lui, savait que j'étais enceinte. Alors il me dit, écoute, Anne, c'est pas possible, je peux pas leur dire ça se fait absolument pas, on peut pas parler de choses privées. Puis en plus, on pense des affaires très féminines, on est entre musulmans très traditionnalistes, là, comme ça, c'est un petit peu gênant quand même pour moi en tant qu'homme de leur dire ça. Je lui dis, écoute, Hamoudi, si tu leur dis pas toi-même, moi je vais leur dire. Parce que c'est pas grave, de ma part, ils comprendront. Et alors finalement, il leur a dit, en arabe, et ils ont réagi d'une façon qui n'était pas du tout la façon qu'Hamoudi craignait. Ils ont tout de suite arrêté l'interview. Ils ont donné des ordres aux jeunes hommes les plus jeunes d'aller me chercher à manger. Ils étaient au contraire terriblement honorés que je sois là en face d'eux, une future mère évidemment qui avait pris ce risque de venir les voir, de leur parler, etc. Ils m'ont dit pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt et tout. Bref, ensuite ils sont venus avec un festin, du taboulé, tout. Il y avait à manger pour 15. Il y avait beaucoup trop à manger évidemment. Et voilà, tout ça pour dire que j'étais très bien traitée. Comment se déroule votre quotidien? Ce qui me permet de continuer à faire mon travail aujourd'hui, c'est que je suis très bien organisée. Donc j'ai une nounou. Étant donné que j'ai un rapport particulier avec la Russie, qui est un pays où j'ai passé 10 ans de ma vie, etc., moi j'avais vraiment envie d'avoir une nounou russe, ou d'un pays qui parle russe, quoi. Je connais leur rapport avec les enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes russes, ex-russes, qui parlent russe, qui cherchent du travail sur la place de Paris. Donc j'en ai interviewé 14 en russe et en leur expliquant un petit peu quel était mon genre de vie, parce que j'ai quand même pas un genre de vie standard. C'est-à-dire que quand je suis là à Paris, je m'occupe beaucoup de mon fils.
Mais quand je ne suis pas là, il faut que la nounou s'en occupe 24 heures sur 24. On a choisi Amina, qui est une... et ça, c'est une coïncidence, mais pour moi, c'est la plus belle des coïncidences, c'est elle vient de Tchétchénie. Donc de ce pays où j'ai failli moi-même perdre la vie, de ce pays qui est la première guerre que j'ai couverte, de ce pays qui m'a fait changer pour toujours ma vision de la vie, de ce pays que j'aime. Et quand je l'ai rencontrée, elle ne savait pas, moi, tout ce que j'avais fait en Tchétchénie. Et moi, je ne savais pas qu'elle en venait. Je l'ai su au fil de la conversation. C'est la bonne fée de Louis, c'est la personne grâce à laquelle je peux continuer à faire mon métier. Votre fils comprend-il votre métier? Je lui cache rien. Bien sûr, il ne peut pas comprendre toutes les nuances il ne peut pas comprendre ce qu'est la guerre, il ne peut pas comprendre ce qu'est la mort. Mais par exemple, il y a quelques jours, il y a eu cet abominable accident de l'avion du vol Air France qui revient du Brésil. Moi, j'étais dans cet avion, le même, quelques jours plus tôt, en revenant du Brésil. La réalité est toujours très dramatique et il a vu la figure que je faisais quand on a tous vu pendant des minutes et des minutes les images de ce vol, etc. On en a beaucoup parlé. Et l'enfant réagit toujours par rapport aux sensations de ses parents et de sa mère en particulier. Donc moi, il est une éponge, Louis, il sent tout ce que je ressens. Et donc, comme il sent tout ce que je ressens, je lui ai dit, l'avion a eu un accident. Et il m'a dit, c'est quoi un accident? Évidemment, il demande toujours c'est quoi. Et je lui dis, l'accident, c'est quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'avion. Et là, l'avion ne marchait pas et il est tombé. Bon, et au bout d'un moment, il ne pose plus de questions, mais je crois qu'il faut lui dire. Et ça ne l'empêche pas de continuer dans son monde féerique. Moi, je me dis, le vrai monde, les désillusions, les choses plus négatives qu'on a, l'image plus négative qu'on a de la vie plus tard, les frustrations, elles viendront bien assez tôt. Donc, si je peux pour le moment contribuer à lui donner ces bonnes bases qui sont d'être ouvert sur le monde, d'être souriant, de prendre les choses du côté optimiste, d'être heureux de choses simples, eh bien tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et c'est ça que je m'efforce de faire. Et j'ai la chance que son père soit complètement d'accord avec moi. Donc on est vraiment sur la même longueur d'onde. Comment vivez-vous les séparations? C'est plus dur pour moi. Mais une fois que ce qui est dur, c'est le moment où je pars et tout le voyage qui est assez long pour arriver jusqu'à Kaboul. Mais une fois que j'arrive sur place, je suis tellement prise par ce que j'ai à faire et par la difficulté de ce que j'ai à faire. Enfin, la difficulté. Je ne me plains pas, c'est moi qui l'ai choisi, mais par le fait que je veux tellement rapporter de choses qu'il ne faut pas perdre une seconde et que je veux tellement aller au plus près des choses en étant chez des gens, en essayant d'aller dans les bons endroits, etc., que ça me prend toute mon énergie. Mais au moins une fois par jour, je suis en ligne avec mes hommes, le grand et le petit, et Louis me parle au téléphone. Alors, mais je le faisais même au début, ça, même quand il ne savait pas parler. On le mettait au téléphone, il m'entendait, il m'écoutait parler. Et lui, il faisait des onomatopées. Maintenant, il répond, il me dit ce qu'il est en train de faire sur le moment, parce que comme tous les bébés, il n'a pas la notion du temps. Et puis ensuite, généralement, il fait un bisou sur le combiné et hop, il s'en va en courant. Donc généralement, voilà, c'est comme ça qu'il termine la conversation téléphonique, ça va très vite. Pourriez-vous renoncer à votre métier pour votre enfant? Je lui expliquerai que je ne peux pas. Je lui expliquerai que je ne ferai pas ce métier tout le temps, que le temps passe vite, mais que pour le moment, c'est ma vie, c'est la vie que j'ai choisie. Et que je suis adulte, je suis sa mère, et qui ne peut pas décider pour moi. Si je cède, ensuite, je pense que j'aurai des problèmes. Il faut que je lui montre que c'est ma vie, de la même façon qu'il commence à être jaloux de son papa et que je dois lui montrer que l'amour de ma vie, c'est son papa.
c'est lui aussi, mais c'est pas la même chose. Parce que ça, il commence à me demander. Il dit non, c'est moi, l'amour de ta vie. Alors non, mais tout ça, c'est un régal, c'est magnifique. Magnifique.